Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce très intéressant Giro 2020. Pour cela, on va s'aider de Pro Cycling Stats, qui va nous permettre de revoir en intégralité toutes les étapes, tous les classements, etc. et même les profils. Et donc, on va pouvoir retracer étape par étape tout le Giro 2020. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on commence dès la première étape entre Montréal et Palermo. Un petit chrono de 15 km avec une partie descendante, notamment au début. Voilà, il y a d'abord une partie montante de 1,2 km à 4,8%, puis descendante durant bien 5-10 km, avec un nouveau point intermédiaire et enfin du plat pour finir le contre-la-montre. Donc voilà, on peut remarquer que c'est donc Filippo Ganna qui l'a emporté. Voilà, c'était le grandissime favori de ce contre-la-montre, et il a répondu présent en mettant 22 secondes à Joao Almeida, où on peut dire que c'était une petite surprise de le voir à ce niveau-là, Almeida, même si on sait que c'est un futur très très bon coureur. Mais bon, le voir deuxième d'un contre-la-montre d'un grand tour, c'est quand même quelque chose. Il finit devant Michael Bjerg, pardon, qui lui aussi est un jeune qui, voilà, qui a toute la carrière devant lui et qui a prouvé qu'il avait un certain niveau en contre-la-montre. En quatrième, on retrouve le premier favori, celui qui fait le gros coup de ce début de Giro, Geraint Thomas, qui voilà, prouve il est en forme, voilà, il prouve vraiment qu'il est là et qu'il va jouer la victoire. Simon Yates est le deuxième des favoris et il est déjà à 50 secondes de vainqueur. Pour vous dire que cette étape de 15 km, enfin ce contre-la-montre de 15 km, a quand même fait des écarts. On peut voir aussi que plus loin, on retrouve d'autres favoris. Peyo Bilbao qui est quasiment une minute. On retrouve. Qui c'est qu'on retrouve d'autre on retrouve Valerio Conti, mais ça on s'en fiche. On retrouve Matteo Fabro qui sera un très bon équipier, on le verra plus tard. Kelderman et Nibali qui sont quasiment dans la même seconde, enfin ils font à une seconde d'écart. C'est assez étonnant de retrouver Kelderman au niveau de Nibali, même si en fait c'est deux plutôt bons en contre-la-montre, mais Kelderman est quand même censé être meilleur que Nibali. Donc c'est assez étonnant honnêtement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, ça veut dire deux choses. Soit Kelderman n'est pas en très grande forme, soit Nibali est en une forme correcte, et voilà. Ça peut dire plein de choses, et c'est assez étrange de les voir à cette position. Surtout que juste après, on a Pozzo Vivo qui a une 33. Alors Pozzo Vivo qui en plus a fait le Tour de France, il me semble, donc vraiment assez surprenant de le voir à ce niveau-là, Pozzo Vivo vraiment. Voilà, après on peut voir Kruijswijk qui a plus d'une 44. Donc vraiment, Fuglsang qui est une 47, qui est super loin, alors que c'est pourtant un des principaux favoris. Tao Gegenhardt est lui à 2 minutes sur un contre-la-montre. Voilà. Bon, c'est évidemment pas le leader de la Ineos Grenadier, mais je trouvais ça important de le noter quand même, parce que c'est un petit jeune qui monte. Et voilà, donc c'est 2 minutes sur un contre-la-montre, ça fait mal. Mais surtout, vous le remarquez en bas, l'abandon de Miguel Angel Lopez, un immense équipier pour Fuglsang qui s'en va sur une chute bête en plus. Vraiment sur une chute. Je vous la mets en vidéo. Même si on l'a vu tout à l'heure. Ouh là là, il est tombé. Ah oh, il s'est fait. Oh là 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 là. Donc voilà, une chute bête. euh, une chute qui a eu des conséquences, hein, puisqu'il est blessé, le Colombien. Et qui donc laisse Fuglsang affaibli de son équipe Astana. Bon, il lui reste heureusement Vlasov quand même. Donc au général, évidemment, c'est le même classement que l'étape. Filippo Ganna s'empare du maillot rose devant Almeida et Bjerg. Au classement par points, c'est pareil. Au classement des meilleurs jeunes, Ganna ayant moins de 25 ans, c'est pareil également. Pour le com, par contre, pour le maillot de meilleur grimpeur, c'est Rick Zabel qui le prend devant Peter Sagan. Voilà, c'est assez surprenant de voir ces noms plutôt de sprinters, de les voir se battre pour un maillot de meilleur grimpeur, c'est assez marrant. Et on passe tout de suite à la deuxième étape, qui était une étape vallonnée, comme on peut le voir ici. Voilà, c'était une étape entre Alcamo et Agrigento. Une étape donc vallonnée qui est sans doute pour puncher sprinter. Voilà, c'est un peu trop dur pour les sprinters, clairement. 3,7 km à 5,2%. Les sprinters ne passeront pas. Enfin, voilà, ils ne peuvent pas passer, c'est trop compliqué. Surtout qu'il y a un petit sprint intermédiaire juste avant. Donc voilà, c'est un peu trop compliqué pour eux.
maintenant Diego Ulissi qui s'est imposé, évidemment, devant Peter Sagan. Et oui, Peter Sagan qui a l'air quand même en forme. Malheureusement, il perd contre plus fort que lui, meilleur puncher, j'ai envie de dire, qui est Diego Ulissi. Et Michael Honoré, alors je m'aventurerai pas à prononcer son nom correctement, voilà, Michael Honoré, on va l'appeler comme ça, qui finit troisième pour la Deceuninck, devant Michael Matthews qui remporte le sprint du peloton. Donc clairement c'était pour puncher. On peut noter d'ailleurs la 8ème place de Nibali et la 6ème place de Joao Almeida, qu'on parlait déjà pour la veille. On dirait que le coureur portugais a l'air en forme en tout cas. On peut noter aussi Peyo Bilbao qui est 9ème, Geraint Thomas 11, Fuglsang 12ème, Pozzo Vivo 14ème, Kruijswijk 16ème, Maika 17ème, Tobias Foss, petit jeune aussi, 18ème, Simon Yates 19ème, voilà, enfin, ça se voit que c'était quand même pas évident comme finale. On passe tout de suite à la 3ème étape, entre Enna et l'Etna. Ça devient un classique de cette Giro l'Etna. Honnêtement, ça fait plusieurs années, pas d'affilée, mais quasiment qu'on le voit l'Etna. Et pourtant, c'est pas un final qui est ouf d'habitude. Voilà, on a vu des choses intéressantes. Hein. On a vu le duel Chavez-Yates il y a 2 ans. Voilà, on a vu des choses, mais clairement, c'est pas très dur. L'Etna, enfin, c'est long, c'est très long l'Etna. C'est voilà, 18 km 6 à 6,7%. C'est long. Mais et ça arrive souvent tôt dans le Giro, hein. C'est l'étape 3, mais ça arrive souvent entre la deuxième et la 5ème étape environ. Donc c'est souvent là, le moment pour voir les premières formes, distinguer qui est en forme et qui ne l'est pas. Et clairement, déjà on a vu l'arrivée de l'échappée, alors qu'ils n'avaient pas énormément d'avance au sommet, mais Caicedo a été énorme. Il s'impose au sommet de l'Etna devant Giovanni Visconti qui était lui aussi dans l'échappée, tout comme Van Nou qui me semble, je ne sais plus, j'avoue je ne me souviens plus si Van Nou qui n'était pas dans l'échappée. Van Nou a gagné, a été le premier des grimpeurs favoris entre guillemets, devant Kilderman qui a pris un petit peu d'avance en attaquant d'un peu plus loin. Ah, il faut savoir que d'ailleurs les conditions météorologiques étaient horribles, hein. Vraiment il pleuvait, il faisait froid, enfin voilà, c'était vraiment pas les meilleures conditions pour faire du vélo. Derrière, on a un groupe de favoris avec Fuglsang, Maika, Nibali, Castroviero, Pozzo Vivo, Kruijswijk qui est un peu plus loin. On a Joao Almeida, dont on a parlé juste avant, avec Peyo Bilbao également. Voilà, on retrouve des gros noms. Mais vous allez me dire, il y a un gros nom qu'on n'a pas vu. C'est Geraint Thomas. Où est-ce qu'il est Geraint Thomas? Alors, il y a Nour Zakarin qui est plus loin. Il y a Tao Gegenhardt qui est à 2,33. Putain, 2,33, imaginez. Pour ceux que je vais pas spoil, hein, mais pour ceux qui savent, imaginez 2,33 de ce groupe de favoris. Enfin, 2,33 des premiers, donc à bien une 30 facile du groupe de favoris. Donc du coup, Tao Gegenhardt qui est là. Où est Simon Yates. Ah oui, Simon Yates qui a été défaillant sur l'Etna, c'est vrai. Antonio Nibali. Où est Geraint Thomas? Oui, Geraint Thomas, on va le retrouver. Ah, il est là. Geraint Thomas, voilà, qui a été défaillant. Voilà, vraiment, il n'avait pas de jambes. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on sait juste que il n'avait plus d'essence dans le moteur, clairement. Apparemment, il a chuté hein, en début d'étape. Enfin, c'est même sûr, d'ailleurs, il a chuté en début d'étape. Donc, c'est sans doute les conséquences de cette chute qui sont dramatiques pour l'équipe Ineos. Elle qui avait tout misé sur le coureur britannique, le coureur gallois, voit perdre tous ses espoirs de Giro, clairement, à 12 minutes, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est dommage. Hein. C'est dommage pour Ineos qui, après avoir subi un cuisant échec sur le Tour, se retrouve sur le Giro déjà en difficulté. Après, à part ça, au niveau des favoris, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter. Clairement, ça s'est plutôt observé, même si Kelderman a pu prendre un petit peu d'avance. Kelderman qui sera surveillé d'ailleurs, hein, parce qu'il a l'air en forme sur les pentes de l'Etna. Il a été le plus incisif dans son attaque. Voilà. Alors que on a clairement assisté à une observation entre Fuglsang et Nibali. Clairement, c'est les deux favoris qui se distinguent en ce début de Giro. Ils s'observent.
Voilà, clairement, on sait que c'est eux qui sont sur un piédestal. On sait que c'est eux qui ont le plus de chances de remporter ce Giro. Ils le savent. Ils le savent, ils s'observent, ils se regardent. Est-ce que ça leur coûtera cher? On ne sait pas. Mais en attendant, ça s'observe. Sincèrement, ça s'observe beaucoup trop, peut-être même. Au niveau du classement général, c'est Joao Almeida qui récupère le maillot rose devant Jonathan Caicedo, Peyo Bilbao, Wilco Kelderman, Van Hoek, Nibali, Pozzovivo, McNulty, Fuglsang, Kruijswijk, Maika, Conrad, Hindley, Masnada, Hindley d'ailleurs, qu'on n'a pas aperçu, mais qui a fait des bonnes performances, puisqu'il est déjà 13e au général, donc un très bon équipier de Kelderman, clairement. Pour le maillot de classement par points, c'est Diego Ulissi qui le détient pour l'instant, toujours, même s'il est menacé par Caicedo et Peter Sagan qui est en 3e position. Voilà, pour l'instant ça s'observe. Au niveau du maillot blanc, c'est Joao Almeida qui a le maillot blanc devant Harm Van Hoek, McNulty, Hindley et Knox. Au niveau du maillot de meilleur grimpeur, c'est évidemment Caicedo qui l'a, puisqu'il a été passé en tête de certains grimpeurs, je crois, juste avant, et qu'il a évidemment gagné l'Etna. Donc ça aide amplement à avoir le maillot de meilleur grimpeur à ce niveau-là du Giro. Au niveau des meilleures équipes, on peut noter que c'est la Deceuninck Quick-Step qui a l'air d'avoir un très beau collectif, devant la Sunweb et la Trek. Donc clairement une guerre d'équipe entre ces trois-là, je pense. C'est parti pour l'étape 4. Alors une étape 4 très particulière, puisqu'il y a une énorme... C'est une étape considérée comme une étape plate, mais il y a une énorme montagne en plein milieu, une énorme montée, qui est la Portella Mandrazzi, 12,4 km à 5,2% de moyenne. Si une équipe décide d'accélérer là, et de maintenir le rythme jusqu'au bout, ça peut éliminer quelques sprinters. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque c'est Arnaud Démare qui s'impose devant Peter Sagan et Davide Ballerini. Peter Sagan qui aura fait rouler les Bora tout le long de la montée et toute la descente, tout le plat, avec l'aide évidemment des Groupama FDJ quand elles ont pu. Arnaud Démare qui semble en pleine forme pour passer cette montée et arriver au sprint et il a remporté, c'est qu'il était vraiment en pleine forme. Parmi les sprinteurs piégés, on peut noter, il me semble, Fernando Gaviria, on peut noter des gens comme ça, des gens comme ça, comme Elia Viviani aussi. Voilà, Fernando Gaviria qui est là. Voilà, il y avait vraiment quelques sprinteurs piégés, mais pour Peter Sagan, malheureusement, il y avait le Français Arnaud Démare qui s'impose. Voilà, et qui remporte cette superbe étape sur ce Giro. Donc, au classement général, pas de changement. Au classement par points, Peter Sagan le prend devant Arnaud Démare. Pardon. Au classement du meilleur jeune, pas de changement. Au classement du maillot à poids, pas de changement dans les 4 premiers. Au classement des meilleures équipes, pas de changement non plus. Donc voilà, c'est une étape qu'on peut considérer comme plane, même s'il y a une énorme montée en plein milieu. Mais globalement, ça a été une étape assez tranquille, au moins pour les favoris. 5e étape entre Mileto et Camigliatello Silano. C'était une étape, ça se voit, hein, c'est pas une étape plate. C'est une étape plutôt pour baroudeur, honnêtement. C'est vallonné, il y a une grosse montée sur la fin de 22 km 7 à 5,6% de moyenne. Donc c'est pas très dur, mais c'est très long. Et voilà, une petite descente pour arriver ensuite à l'arrivée. Donc c'est plutôt une étape pour baroudeur. On ne devrait pas trop voir d'attaque de favoris. Même si certains voudront tenter, hein, ça, c'est sûr qu'à mon avis, ils voudront tenter. Ce serait étonnant en tout cas qu'ils ne le tentent pas. Ce serait étonnant. Et voilà, c'est une victoire donc de Filippo Ganna qui était dans l'échappée. Filippo Ganna qui donc gagne déjà sa 2e victoire d'étape alors qu'on est qu'à la 5e. Donc très costaud Ganna. Et qui s'impose donc en étant vraiment le plus fort de l'échappée. Derrière lui, il y a un gros groupe d'une vingtaine de coureurs. On retrouve du coup Almeida qui finit 3ème et qui prend des bonifications. Tout comme Patrick Conrad d'ailleurs, qui finit 2ème. Kelderman 4ème, Hamilton 5, Hindley 6, voilà, Bilbao 8, Fuglsang 9, Nibali 12, Pozzovivo 13, voilà, Kruijswijk 15. Enfin, pas mal de beaux noms. Yates qui était là 20ème. Voilà, il n'y a pas eu de gros noms piégés. C'était prévisible, honnêtement, étant donné que cette étape
cette étape était faite pour les baroudeurs, étant donné la dernière montée qui n'était pas si difficile que ça. Mais ce qui fait qu'au classement général, Almeida parvient à conserver son maillot et même prend encore un petit peu plus d'avance sur Pello Bilbao qui gagne une place, sur Kelderman qui qui est troisième au général, Kelderman qui est le premier, on va dire, gros favori bien placé, Van Hoek est quatrième, Nibali cinquième, Pozzovivo 6, Fuglsang 7, Kruijswijk 8, Konrad 9, Maika 10, Hindley 11, voilà, Hindley qui se fait discret en tant que coéquipier de Kelderman, mais qui est là. Zakharin 13ème, Gegenhardt, voilà, qui reprend le flambeau de Geraint Thomas, qui est à 3,18. Simon Yates, qui est 21ème du général à 3,52. Enfin, voilà, il y a du beau monde. Au niveau des points, pas de changement, c'est Peter Sagan, qui a toujours le maillot. Sur lequel sont les meilleurs jeunes, évidemment, c'est Almeida qui le possède. Filippo Ganna qui prend le maillot à Caicedo pour un petit point. Donc voilà, dommage pour l'équatorien, j'allais dire le colombien, mais non, c'est l'équatorien qui perd le maillot face à Filippo Ganna. Dans le classement des meilleures équipes, Ineos prend une place, Jumbo-Visma aussi, alors que Trek en perd 6. On sent de la faiblesse du côté de l'équipe Trek, honnêtement, c'est pas l'équipe Trek qu'on connaît, qu'on a pu voir autre part. Elle n'est pas si dominatrice qu'elle en a l'air sur le papier. On part maintenant pour la 6e étape. Une étape particulière, je dirais. C'est pas vraiment une étape... Ça pourrait être une étape pour baroudeur. Mais vu le final, les sprinteurs peuvent passer. Pas tous. Ceux en pleine forme, ceux vraiment en forme, peuvent passer et résister pour essayer de s'imposer dans le final. Et c'est exactement, encore une fois, ce qui va se passer. Je suis fort pour deviner le futur quand même. C'est exactement ce qui va se passer, puisque c'est Arnaud Démare qui s'impose devant Michael Matthews et Fabio Fellini. Voilà, Arnaud Démare, impressionnant, parce qu'il arrive à résister à ce final qui est assez difficile. Michael Matthews doit s'en mordre les doigts, mais vraiment, il a été jusqu'au bout. Arnaud Démare, il a parfaitement déposé les autres coureurs au sprint pour s'imposer largement. Rien à redire. Franchement, une masterclass de Nono qui lui aussi remporte déjà sa 2e victoire d'étape. Impressionnant. Honnêtement, impressionnant. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le sprinter français est au top de sa carrière. Du coup, au général, pas de changement comme d'habitude. Au classement de maillot vert, enfin du maillot vert, pardon, du maillot de meilleur sprinter, pardon. Arnaud Démare qui passe devant Peter Sagan et Michael Matthews qui gagne 5 places pour être en 3e position. Donc voilà, vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Au maillot de meilleur jeune, pas de changement. Au maillot de meilleur grimpeur, voilà, Pozzovivo qui passe 3e. Voilà, pas de gros changements à part ça. Et dans le classement des meilleures équipes, pas de changement. On peut passer à l'étape 7. Étape 7 qui pour le coup est une étape bien plus plate et bien plus propice aux sprinters pour le coup. Entre Matera et Brindisi. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette étape si ce n'est que ça longe un peu la mer par-ci par-là. S'il y a du vent, il pourrait y avoir des bordures, mais globalement, ce serait étonnant. Et donc là, on peut voir que c'est Arnaud Démare qui décidément s'impose comme le meilleur sprinter de ce Giro, devant Peter Sagan et Michael Matthews. Ben Swift fait 4e, Odeg fait 5e, Rudy Barbier fait 6e, faut le noter. Donc voilà, Ilia Viviani décevant 10e, Gaviria décevant 11e. À part ça, pas grand chose à dire, si ce n'est que Arnaud Démare roule sur le sprint sur ce Giro. Au classement général, pas de changement. Au classement du maillot de meilleur sprinter, Arnaud Démare possède une très belle avance sur Peter Sagan qui va devoir se battre s'il veut le maillot. Au classement de meilleur jeune, Almeida est toujours en tête. Au classement de meilleur grimpeur, ça ne bouge pas pour Filippo Ganna et Caicedo. Et dans les meilleures équipes, également, ça ne bouge pas. On passe à l'étape 8. L'étape 8 qui est une étape, on peut le dire pour baroudeur ou pour sprinter si vraiment il va essayer de résister. Mais normalement, vu la fatigue qui commence à s'accumuler à l'étape 8, ça devrait se jouer entre baroudeurs.
avec notamment cette montée de Sant'Angelo, qui devrait faire une première sélection, puis un parcours vallonné dans le final jusqu'à Vieste. Donc clairement, ça devrait être intense, et ça devrait se battre jusqu'au bout pour la victoire finale, mais entre baroudeurs et pas entre sprinters. Et c'est là encore, comme par magie, comme ça que ça se passe, puisque c'est Alex Dowsett qui s'impose en solitaire en partant de l'échappée, devant le premier groupe d'échappée composé de Salvatore Puccio, Matthew Holmes et Joël Roscoff. Et voilà, d'autres échappés, il y avait Mathias Brandle et Simone Ravanelli. Le sprint du peloton est remporté par Michael Matthews, devant Fernando Gaviria et Michael Bjerg. À noter que malheureusement, pour le maillot à pois, Demar n'a pas pu accrocher le peloton. Dans le classement général, il n'y a pas eu de changement, c'est toujours Almeida qui porte le maillot rose et qui commence à lui coller à la peau. Le classement de maillot à points, Arnaud Demar est toujours premier, largement devant Peter Sagan. Au classement des meilleurs jeunes, Almeida est toujours en tête. Et pour le classement de la montagne, pareil. Et pour le classement des équipes par équipe, Ineos passe en tête, largement devant la Deceuninck et Sunweb. Elle profite évidemment des échappées qui ont marqué... vu qu'elle en possédait un avec Salvatore Puccio qui a mis 13 minutes d'avance au peloton, ça aide grandement à refaire son retard. On passe à l'étape 9, une étape là encore pour baroudeurs, où on peut voir notamment plusieurs montées. C'est assez difficile, c'est pas une étape de montagne à proprement parler, mais c'est quand même très difficile, et c'est évidemment pas pour sprinter, mais même pour les punchers c'est pas évident. Donc c'est une étape vraiment faite pour les baroudeurs. Entre favoris, ça devrait rester assez calme. Et c'est ce qui se passe puisque Ruben Guerrero, qui était dans l'échappée, s'impose 8 secondes devant Jonathan Castroviero, plus d'une minute devant Michael Bjerg, qu'on voit son nom plusieurs fois depuis le début du Giro. C'est un nom qu'il faudra suivre dans les années à venir. Clairement, il a montré qu'il avait un potentiel assez fou. Donc voilà, un petit profil à suivre. Donc là, on a l'échappée avec mais il y a aussi les favoris. Tao Geoghegan Hart, qui montre sa tête. À mon avis, personne l'a pris au sérieux du côté des favoris. On l'a laissé plutôt partir. Mais bon, quand même, il faut quand même noter sa présence. Derrière les favoris, Wilco Kelderman, Fuglsang et Hindley étaient ensemble. Devant Maika Conrad McNulty, Pozzovivo est un peu plus loin, Masnada un peu plus loin, Nibali qui a perdu un peu de temps. C'est pas... Il n'y a pas le feu, mais c'est assez surprenant de le voir perdre du temps comme ça. Est-ce que Nibali ne serait pas au niveau? À voir. En tout cas, il termine avec Pello Bilbao, qui a l'air lui aussi en légère difficulté. Almeida qui est lui aussi en difficulté, mais qui avait assez d'avance pour conserver son maillot rose, comme on peut le voir ici. Par contre, Pello Bilbao perd lui sa deuxième place pour la filer à Wilco Kelderman. Voilà, 30 secondes d'écart maintenant entre Kelderman et Almeida. Kelderman est quasiment, on peut le dire, en tout cas à l'heure actuelle, le grandissime favori pour remporter ce Giro. Derrière, on peut voir que Nibali est à 1 minute, tout comme Pozzovivo quasiment. Fuglsang, il y a 4 secondes d'écart entre Nibali et Fuglsang. Voilà, le duel qu'on attend, il est pour l'instant très serré, clairement. Derrière Kruijswijk qui perd du temps. Il a pas fait une belle montée. Zakharine également, qu'on voit perdre du temps. Mais à part ça, il n'y a pas eu de gros écart entre favoris quand même. Au classement par points, ça ne bouge pas. Au classement des meilleurs jeunes, on peut voir que Lucas Hamilton et Tao Geoghegan Hart reprennent des positions. Sergio Samitier, lui, en perd 3. Mais voilà, ça bouge pas beaucoup quand même. Au classement du meilleur grimpeur, Ruben Guerrero prend le maillot à Filippo Ganna, devant Giovanni Visconti et Jonathan Castroviero. Filippo Ganna passe lui à la 4e position. Et au classement des meilleures équipes, pas de changement dans les 4 premiers. Bora Hansgrohe gagne une position, mais à part ça, pas grand chose à noter. On passe à l'étape 10. 10e étape, vallonnée. Honnêtement, c'est difficile de choisir entre un sprint en petit comité et un échappé qui vient s'imposer. C'est compliqué, tout dépend du comportement des coureurs au départ, qui part dans l'échappée également. C'est compliqué à définir. Compliqué à définir, oui, sauf pour un homme,
Peter Sagan qui part dans l'échappée et qui s'impose en solitaire et en costaud. Vraiment en costaud. Il a été impressionnant, Peter Sagan. On a retrouvé le Slovaque comme il y a 3-4 ans, attaquant, déterminé, fort, costaud, enfin voilà. Vraiment, on a retrouvé un Peter Sagan des grands jours, et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le Slovaque comme ça. Ouais, parce que Peter Sagan, il a quoi? Il a 30 ans, voilà, il a 30 ans, et ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir de le voir comme ça. Parce qu'il n'avait plus gagné depuis 2019, et sa victoire sur le Tour de France. Imaginez, cette victoire-là, à Colmar. Il y avait plus d'un an d'ailleurs, plus d'un an d'attente. Pour un coureur comme Peter Sagan, c'est énorme. Il s'impose du coup devant McNulty et Almeida. Voilà, Almeida qui est d'ailleurs impressionnant, hein, qui remporte le sprint du petit comité de favoris, où on retrouve Jay Hindley d'ailleurs, qui est coéquipier de Kelderman. Voilà, et Maika, Ben Swift qui était dans l'échappée et qui est un bon sprinter et qui échoue derrière Almeida pour le sprint de la troisième place. McNulty qui est d'ailleurs attaqué du groupe, hein. Il n'était pas dans l'échappée, il a attaqué du petit groupe. Pozo Vivo qui est là, Bilbao, Tao Gegenhardt qui est quand même impressionnant pour prendre le relais de Geraint Thomas. Vraiment fort. Nibali qui est là évidemment. Hermann Prechner, je crois qu'il était dans l'échappée, peut-être pas, je ne sais plus. Masnada qui est là. Alors par contre, on perd un peu de temps du côté de Fuglsang qui a eu un problème mécanique, malheureusement, il a crevé. Et ça, au pire des moments. On retrouve ici également Castroviero. On retrouve, voilà, y a pas, la plupart des favoris ont quand même été dans le bon groupe. Pas de grosses surprises en tout cas. Du coup, au classement général, Fuglsang est le grand perdant du jour, évidemment. Se retrouvant à 2 minutes 20 du maillot rose de Joao Almeida. Almeida qui, avec des bonifications, reprend 4 secondes à Kelderman et Bilbao. Et à tous d'ailleurs. Et après, il n'y a pas eu de gros changements, hein, si ce n'est la perte de temps de Fuglsang. On peut aussi noter Van Hoek qui s'est fait piéger et qui perd 9 positions pour se retrouver à la 16e place. Voilà, à part ça, pas de gros changements à noter. Après, voilà, au maillot de meilleur sprinter, Sagan comble bien son retard et revient à 20 points du français Arnaud Démare. Voilà, là on le voit clairement, ça va être un duel entre les deux pour le maillot. Il y a déjà 100 points d'écart entre le troisième et le deuxième. Le duel, il est là, il est prêt. Il y a encore une dizaine d'étapes pour les départager et ça va être très intense. Au maillot blanc de meilleur jeune, on retrouve toujours Almeida, mais devant Hindley et McNulty. Van Hoek, évidemment, est le grand perdant de ce classement. Il perd 3 positions pour se retrouver à presque 5 minutes. On peut le dire, c'est perdu pour lui, clairement. Au maillot de meilleur grimpeur, Ruben Guerrero garde sa position. Ghana qui reprend quelques points pour se placer 3ème. Et au classement des meilleures équipes, Bora gagne encore une position, mais sinon dans les 3 premiers, ça ne bouge pas. On peut passer tranquillement à la 11e étape. Et une 11e étape de plat qui nous attend entre Porto Sant'Elpidio et Rimini, la ville où est malheureusement décédé Marco Pantani. Et voilà, une étape de plat, clairement, il y a les petits vallons, mais ça devrait totalement se jouer au sprint, surtout que les sprinteurs n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent depuis déjà quelques étapes. Tout est fait pour eux là, clairement. Et c'est une étape, encore une fois, remportée par Arnaud Démare devant Peter Sagan. Démare est le meilleur sprinter du moment. En tout cas, sur ce Giro, il prouve qu'il est un très grand sprinter en s'imposant à chaque fois devant Sagan. Alors que Sagan, il a prouvé, il n'est pas en méforme, loin de là. Donc Démare se montre comme le meilleur sprinter de ce Giro et de loin. Et il le prouve avec cette 3ème victoire. Sinon, du côté des favoris, pas grand-chose à signaler. Mais malheureusement, entre cette étape et l'étape d'avant, il y a eu le jour de repos. Bon, à moins que le jour de repos ait eu lieu l'étape d'avant, je ne sais plus. Mais malheureusement, il y a eu des mauvaises nouvelles au niveau de ce jour de repos. Puisqu'on a perdu quelques équipes. Puisqu'on a perdu toutes les Michelton qui se sont en allées. Voilà, pour cause de Covid, évidemment. J'ai pas précisé, mais
c'est à cause du Covid-19 qu'ils ont dû s'en aller. On a aussi eu Michael Matthews qui a dû s'en aller. Qui a dû s'en aller encore. Là, ma mémoire me fait des tours, je ne sais plus. Et voilà, en tout cas, il y a eu du dégât. Hein. Il y a eu des dégâts, il y a eu aussi un membre du staff des Arts mondiales qui a dû s'en aller. Il y a eu du monde qui a dû s'en aller, clairement. C'est bien dommage, faut bien le dire. Mais bon, c'est malheureusement la situation sanitaire qu'on connaît qui fait que il y a une certaine sélection. On va pas vous mentir, hein, on a eu peur pour le Giro parce qu'il y a eu un sacré, il y a eu de sacrées pertes. Hein. Oh, on n'a pas précisé. Vlasov était malade et a abandonné l'étape 2. J'ai oublié de préciser, voilà, désolé. Je pense. je viens de le voir là et j'ai oublié de le préciser, mais oui. Vlasov qui abandonne l'étape 2, donc Fuglsang qui se retrouve quasiment tout seul. Triste pour lui. Voilà, sinon après, pas grand chose d'autre à signaler, en vrai. Je vois pas. Il y a eu des abandons évidemment, mais pas tous liés au Covid, heureusement. Ah oui, mais si, là j'ai failli oublier. Il y a la Jumbo Visma qui s'est retirée. La Jumbo Visma de Kruijswijk qui est obligée de se retirer. Trop de cas positifs dans leur équipe. Donc Kruijswijk, il me semble. Donc toute l'équipe Jumbo Visma s'est en allée. Toutes les équipes Michelton s'est en allée. Et voilà, donc c'était un coup dur sur le Giro qui aurait pu se terminer quasiment là. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Heureusement pour le cyclisme, évidemment, et heureusement pour les coureurs aussi, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas tombés malades. Donc, un petit ouf de soulagement quand on a su que le Giro arrivait à son terme. Bon, du coup, on reprend cette étape 11, excusez-moi, donc la victoire d'Alain Démarre devant Sagan. Au classement général, pas de changement, du coup, si ce n'est que certaines gagnent des places, etc. Au classement du maillot, par points, Démarre reprend une petite avance sur Sagan. Au classement du meilleur jeune, Almeida, Idle et McNulty forment le podium de ce classement, juste devant Tauge Egenhardt. Au classement des meilleurs grimpeurs, Guerrero, il n'y a pas eu de changement, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de montagnes. Et au classement des meilleures équipes, pas de gros changements également. On passe à l'étape 12. Encore une fois, une étape pour baroudeur. Voilà, entre Cesenatico et Cesenatico, c'était une boucle. Voilà, on a le schéma juste là, c'est une sorte de boucle. Voilà, une étape pour baroudeur, clairement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que pour les favoris, il devrait pas y avoir grand chose, et côté des baroudeurs, tout devrait se jouer. Donc, on va regarder ça. Et c'est effectivement le cas, c'est bien l'échappé qui s'est joué la victoire. Et c'est Jonathan Narvaez pour la Ineos Grenadier qui s'impose juste devant Marc Padoun. Alors, il faut savoir que les deux étaient ensemble. Les deux étaient ensemble, mais malheureusement, ou heureusement pour un et malheureusement pour l'autre, Marc Padoun a crevé. Ce qui fait que Narvaez est parti seul et Marc Padoun n'a jamais pu rentrer et jouer la victoire. Et c'est donc une solide victoire d'un nouvel équatorien, Narvaez, qui s'impose. Franchement, un grand bravo à lui. Du côté des favoris, pas de gros changements. Non. Il y a le groupe des favoris était là, était présent. Donc on peut voir ici McNulty, Taigo Egenhardt qui est toujours là, chez Hindley, Pozzovivo, Nibali, Fuglsang, O'Connor. Où est Kelderman? Je ne l'ai pas vu. Suis-je aveugle? Ah, il est là. Voilà. Donc les favoris sont là. Les favoris sont présents. Ils ont répondu à l'appel. Pas de lâcher important. Me semble pas en tout cas. Donc voilà, donc il n'y a pas de gros changements en général, mais une très belle victoire d'un nouvel Ineos, encore une fois. Ça commence à faire beaucoup pour l'équipe Ineos. Hein. Sur 12 étapes, ils doivent bien avoir gagné 4 ou 5 ans. C'est, je crois, la troisième victoire Ineos, je crois déjà. Donc ça fait beaucoup déjà. Il y a beaucoup de déjà aussi, de mots déjà. Du coup, Joao Almeida est toujours en tête et a toujours ce maillot rose depuis maintenant un bon moment. Pas de changement dans ce classement-là du maillot de meilleur sprinter. Pas de changement au maillot des meilleurs jeunes également, si ce n'est que James Knox gagne une place. Au classement des meilleurs grimpeurs, Simon Peyo fait une très grosse remontée, mais à part ça,
dans les 5 premiers de tête, il n'y a pas de changement. Et dans les meilleures équipes, la Bahreïn McLaren fait une très belle remontée, mais à part ça, pas de gros changements. On passe de suite à l'étape 13. Voilà, cette étape 13 qui sur le papier n'est pas bien impressionnante. Clairement, 4,73 km à 7,8%, ok c'est dur. 2 km à 9%, c'est dur aussi. Mais bon, ce sera pas pour les sprinters. Mais des bons punchers sprinters peuvent passer et remporter l'étape. Mais, ce n'est pas exactement ce qui va se passer ce coup-ci. Puisque c'est, même si c'est Diego Ulissi qui l'emporte devant Joao Almeida et Patrick Conrad, cette étape a été extrêmement sélective de par les conditions météo notamment. Donc on peut voir qu'il y a un petit groupe qui s'est joué la victoire, et un groupe de 20 tout juste, avec évidemment les favoris bien placés. Tao Gegenhardt qui maintenant commence à devenir sérieux. Il commence à faire des belles placettes et tout. Mais Diego Ulissi devant Almeida qui gagne encore de bonifications pour son maillot rose. Fuglsang 7ème, Nibali 9ème, Nibali 9ème, Hindley 10ème, Kelderman 11ème, Pozzovivo 16ème. Voilà, il y a vraiment un groupe de costauds qui est sorti dans les différentes montées. Et ça s'est pas joué à grand chose pour Peter Sagan qui est à 23 secondes et pour Viviani qui est à 39 secondes. Malheureusement, c'était un peu trop dur pour eux. Voilà. Et on peut retrouver aussi Arnaud Desmar dans le groupe à 41 secondes. Il manquait pas grand chose, mais il a manqué pour ces coureurs-là pour passer les bosses et aller jouer la victoire au sprint. Au niveau du classement général, du coup, Almeida continue de reprendre petit à petit un peu de temps. Voilà, il a repoussé Kelderman à 40 secondes. Voilà, le 10ème du général, c'est Fuglsang à 2,26 déjà quand même. Au classement de meilleurs sprinters, ça bouge pas, toujours ça démarre devant Sagan. Au classement de meilleurs jeunes, Almeida, Hindley, McNulty, Gegenhardt, Knox, ça bouge pas non plus. Au classement de meilleurs grimpeurs, Ruben Guerrero, Visconti, Ganna, Castroviero, Caicedo. Et au classement des meilleures équipes, ça ne bouge pas non plus. On passe de suite à l'étape 14. L'étape 14 qui est le plus long contre-la-montre de ce Giro, un contre-la-montre de 34 km. Il va donc faire de sacrés écarts. Et il est très important parce qu'il est en plus placé à... Voilà, bientôt à la 3e semaine, les formes vont commencer à compter. Et en plus, il n'est pas facile ce contre-la-montre, mine de rien. Parce que bon, globalement, il est plat. Mais quand même, il y a des petites montées, voilà, comme celle-là, là, 1 km à 12%. C'est quand même une bonne montée. Même si sur 34 km, c'est pas énorme, ça reste quand même un effort à faire. 2,2 km à 5,4% ici aussi. Enfin voilà, c'est pas plat, c'est un chrono assez compliqué. Pas pour les purs rouleurs, même si les très bons rouleurs vont bien s'en sortir. Mais il faut savoir quand même monter un petit peu. Et c'est exactement ce que sait faire le vainqueur de l'étape du jour, Filippo Ganna, qui gagne déjà sa 3e victoire d'étape devant Juan Dennis et McNulty. Voilà, Ganna le prouve encore une fois, c'est le meilleur rouleur du monde en ce moment. Le champion du monde de contre-la-montre a fait une véritable démonstration de sa puissance. Et Ineos Grenadier d'ailleurs en règle générale, parce que Juan Dennis est 2ème. On peut aussi noter Castroviero qui est 8ème. Gegenhardt qui est 13ème. Enfin voilà. Donc vraiment, c'était une véritable démonstration de puissance. Joao Almeida, qui est le maillot rose, est 6ème, et d'ailleurs le premier des favoris, entre guillemets, de ce Giro à 1,31. Almeida qui commence à se montrer dangereux au général. Il commence à se montrer comme un concurrent vraiment sérieux. Derrière lui, Kelderman à 1,47, en 9ème position de l'étape. Gegenhardt à 13ème à 2,24. Ensuite, on retrouve Maika qui est 16ème à 2,37. Zakarin, 2,40. Nibali qui est assez loin, 2,54. C'est quand même pas un très bon contre-la-montre pour l'Italien. Pozzovivo 3,01. Fuglsang 3,13. Voilà, vraiment pas un bon contre-la-montre pour le Danois.
Et après, voilà, la plupart des favoris ont quand même fait mieux que ça. Donc, ça fait des gros changements en général, comme on peut le voir là. Même si dans les 3 premiers, ça ne bouge pas du tout, puisque Almeida gagne même un peu de temps sur Kelderman et le repousse à 56 secondes. Pello Bilbao est 3ème à 2 minutes, à plus de 2 minutes. McNulty qui gagne 7 positions pour se retrouver à 2,23 du maillot rose. C'est vrai qu'on n'a pas marqué, on n'a pas noté McNulty, mais il finit 3ème de l'étape. J'avais oublié McNulty, excusez-moi. McNulty qui est donc 4ème au général, devant Nibali qui a, qui a 2 minutes 30 tout pile du portugais. Maika 6ème à 2,33 avec Pozzo Vivo dans le même temps. Conrad 9ème, Jay Hindley 10ème. Voilà, Jay Hindley, c'est pas vraiment son exercice le contre-la-montre, il finit combien Jay Hindley, il finit 34ème à 3,39. Hein, donc, pas un très bon contre-la-montre pour l'Australien, malheureusement. Tadej Gegenhardt, lui, gagne une position. Et il se retrouve à 10 secondes du top 10 et à 10 secondes de Jay Hindley. Fuglsang est à 4,08. Fuglsang, voilà, qui est... On peut pas dire qu'il a encore perdu le Giro, parce que la 3ème semaine est très dure. Mais ça commence à pas sentir bon, en tout cas. Ça commence à vraiment pas sentir bon. Bon, au niveau du classement par points, il n'y a pas de changement, c'est toujours Démarre devant Sagan. Au classement des meilleurs jeunes, McNulty gagne une position et dépasse Jay Hindley. Au classement des meilleurs grimpeurs, ça ne bouge pas évidemment. Et au classement des par équipe, non plus. On se retrouve pour la 15e étape. 15e étape et première grosse étape de montagne depuis un petit moment. Premier gros rendez-vous des favoris pour la 3e semaine et arrivé à Piancavallo. Piancavallo qui fait 14 km à presque 8% de moyenne. Ce sera très dur, même si c'est un peu moins dur sur la fin. C'est un final difficile. Voilà, là les favoris ne peuvent plus se cacher. Ils doivent commencer à montrer les crocs s'ils veulent remporter ce Giro. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque c'est Tao Gegenhardt qui s'impose devant Wilco Kelderman et Jay Hindley. Almeida est impressionnant 4ème, pardon. Maika est 5ème, Conrad 6, Knox 7ème, Bilbao 8ème, Fuglsang décevant 9ème et Nibali très décevant 10ème. Pardon. Voilà, là, les écarts commencent à être faits. Pozzo Vivo 12ème, décevant aussi, McNulty c'est un peu moins surprenant, 15ème. Donc au général on peut revoir qu'il y a de nouveau de très gros changements avec Almeida qui conserve encore son maillot rose. Ça fait plus d'une dizaine d'étapes qu'il a maintenant. Donc c'est vraiment très impressionnant de la part du Portugais. Il devance encore Wilco Kelderman de 15 secondes. Jay Hindley de presque 3 minutes. Et, tout comme Tao Gegenhardt qui est 1 seconde derrière l'Australien. Pello Bilbao est 5ème mais a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Devant Maika, Nibali qui a aussi perdu 2 positions. Et à quasiment 3 minutes 30 du maillot rose. C'est assez énorme comme écart. Fuglsang 12ème, plus de 5 minutes. Ah là, ça semble quand même compliqué pour le Danois d'aller remporter le Giro. Au classement par points, pas de changement évidemment. Au classement des meilleurs jeunes, Almeida est toujours en tête, mais devant Jay Hindley maintenant et Tao Gegenhardt. Brandon McNulty passe seulement en 4ème position. Au classement des meilleurs grimpeurs, Visconti prend le maillot à Guerrero, alors que Filippo Ganna reste lui 3ème. Et au classement des meilleures équipes, pas de changement dans le top 7. Et après, on s'en fiche. On passe de suite à l'étape 16. Étape 16 qui se déroule entre Udine et San Daniele del Friuli. Une étape pour baroudeur, là, c'est flagrant. Ça se voit, le premier col est le plus dur. Ensuite, c'est des petites montées vallonnées pour éviter que ça revienne au sprint. Donc vraiment, une étape taillée pour les baroudeurs. Et ça va exactement être prouvé par les coureurs, puisque c'est Jan Tratnik qui était présent dans l'échappée qui s'impose, juste devant Ben O'Connor. Ben O'Connor qui était revenu sur le Slovaque. Sur le Slovaque, attendez, j'ai un doute. C'est le Slovaquie, ça. Slovénie, oulala. J'allais dire une connerie. sur le Slovène, pardon. Sur le Slovène qui était parti plus tôt, Ben O'Connor a été impressionnant dans la dernière montée ici. Et est revenu sur le Slovène, mais Jan Tratnik a été plus fort dans la dernière petite montée finale et s'est imposé devant l'Australien.
vous inquiétez pas, il aura son heure de gloire. Mais il s'impose donc devant Ben O'Connor, Enrico Battaglin 3ème, Ben Swift 5ème, Malecki 4ème, Vandrame 6ème, Bouchard 7ème. Voilà, enfin, on voit vraiment que c'était que des échappés à l'avant. Il y a eu énormément d'échappés, puisque le premier du peloton, c'est Jay Hindley. Ah non, c'est Roho Almeida qui prend 2 secondes au peloton. Vous voyez, quand Almeida il se bat vraiment pour défendre son maillot, il reprend encore 2 secondes au général sur tous ses poursuivants, devant Jay Hindley, Vincenzo Nibali et tout le reste de groupe de favoris. En tout cas pour les plus sérieux, je ne vois pas. Ah non, c'est bon, il y a tout le monde. Il y a tous les principaux favoris. Donc voilà, c'était clairement une étape pour Baroudeur, même s'il y a eu quand même une petite bagarre pour les favoris, mais c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas d'écart entre eux en tout cas. Au classement général, du coup, pas de changement, à part Matteo Fabro qui gagne 3 places, mais il était dans l'échappée et il rentre dans le top 20. Au classement de maillot à poids, je vais avoir du mal. Hein. Le classement de meilleur sprinter, il est toujours en tête devant Peter Sagan. Au classement de meilleur jeune, Roy Almeida est toujours en tête. Au classement de meilleur grimpeur, c'est toujours Visconti. Et dans les meilleures équipes, Bora Hansgrohe prend la place de Team Sunweb, de la Sunweb. Voilà. Bora passe 3ème et la Sunweb 4ème. Voilà, bon après c'est pas un classement qui est très joué, mais ça reste intéressant à voir. On passe de suite à la 17ème étape. 17ème étape pour Baroudeur, même si l'arrivée même si l'étape en règle générale est un peu plus dure, c'est plus pour une échappée de grimpeur comparé à la veille où c'était une échappée pour puncher. Là voilà, c'est vraiment entre le Bassano del Grappa et la Madonna di Campiglio. C'est des arrivées assez compliquées. C'est un peu trop facile entre guillemets évidemment pour les favoris pour se départager, mais pour les baroudeurs c'est parfait. On va avoir une très belle bagarre et c'est exactement ce qui arrive là encore. Mais vraiment, je suis trop fort, je lis dans l'avenir, incroyable. C'est Ben O'Connor qui s'impose, celui qui a fini 2ème la veille, s'impose dans l'échappée assez impressionnant, notamment dans la dernière montée. Il s'impose devant Presteiner, Per Steiner, j'ai du mal à le dire, pardon. De plus de 30 secondes. Thomas De Gendt est 3ème à 1 minute 10. Zakharine à 1 minute 13. Franchini, voilà, à presque 2 minutes. Varnouk, qu'on a oublié, qui était très bon en début de Giro et à presque 3 minutes. Voilà, donc vraiment c'était pour les échapper. Ensuite, à 5 minutes, on retrouve les favoris avec Tao Gegenhardt qui est devant Jay Hindley, Maika, Kilderman, Almeida, Bilbao, Conrad, Nibali, Fuglsang, Pozzovivo. Pas de gros favoris lâchés, McNulty qui prend encore un peu de temps, mais c'est assez prévisible. Voilà, pas de grosses surprises sur cette étape pour les favoris, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, on peut le voir hein, ici, même si Per Steiner est aux portes du top 10, c'est le seul changement que l'on peut remarquer dans le top 12. Clairement, voilà, maillot de meilleur sprinter, pas de changement. Meilleur jeune, pas de changement non plus. Meilleur grimpeur, Ruben Guerrero reprend sa place et assez largement devant Giovanni Visconti. Thomas De Gendt, lui, remonte à une solide 3ème place, mais malheureusement, il se réveille sans doute trop tard, car l'écart de points est déjà énorme entre le premier et le 3ème. Plus de 100 points. Donc à mon avis, pour Thomas De Gendt, c'est déjà trop tard. Le seul qui peut aller chercher Ruben Guerrero maintenant, c'est Giovanni Visconti. Et dans le classement des équipes, pas de gros changements dans les équipes de tête. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la 18ème étape. Alors cette étape, elle est attendue. Elle est attendue parce que il y a ça. Il y a le Passo del Stelvio. Un col extrêmement beau, mais extrêmement difficile. 24,8 km à 7,4% de moyenne. Une horreur. Honnêtement, c'est une boucherie. Mais si les grimpeurs veulent commencer à faire des grosses différences, c'est maintenant. Voilà, il faut s'y mettre dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant à vraiment faire des grosses offensives pour aller chercher le maillot. À Almeida, qui a toujours ce maillot. Hein. À 3 jours de l'arrivée, il a toujours ce maillot. Donc il faut aller le chercher maintenant. Oh là là, quelle étape de folie. Jay Hindley l'emporte devant Tao Gegenhardt.
Peyo Bilbao est 3ème, Fuglsang 4ème, Kelderman 5ème. Enfin, on va faire la liste après, mais juste, on a assisté à une masterclass des Ineos. Rohan Dennis a été surpuissant dans le Stelvio. Il a fait exploser tout le monde, à commencer par le premier concerné, qui est juste ici, Joao Almeida. Le maillot rose termine, tenez-vous bien, à plus de presque 5 minutes du vainqueur. Presque 5 minutes. Vous imaginez pas cet écart, il est énorme. Et du coup, le Giro est totalement relancé. Jane donc s'impose devant Tao Geoghegan Hart. Jane qui piège, entre guillemets, Geoghegan Hart, qui a été emmené durant longtemps par Rohan Dennis, qu'on retrouve ici, qui a lâché dans la dernière montée, mais qui a été vraiment dans le Stelvio tellement impressionnant et puissant. Ça a été un coéquipier de luxe pour Geoghegan Hart, vraiment. En 3ème position, on retrouve donc Peyo Bilbao, qui perd du temps en 46 secondes, mais vu les écarts, c'est presque rien. Fuglsang qui a été assez bon, honnêtement. On retrouve un Fuglsang de très bon niveau, 4ème à 1,25. Wilco Kelderman qui prend le maillot rose, mais pour pas grand chose, on va le voir juste après, qui est 5ème de l'étape à 2,18, qui a commencé à montrer des fêlures, comparé par exemple à son coéquipier Jay Hindley ou encore à Tao Geoghegan Hart. Donc c'est une fin de Giro folle grâce à cette étape qu'on va avoir. C'est juste fou en fait. Nibali qui a malheureusement montré ses limites, qui termine 8ème avec le maillot rose à 4,51. Maika qui termine encore plus loin. Pozzovivo qui a explosé dans le Stelvio est à plus de 8 minutes. Ben O'Connor, mais ça il était dans l'échappée. Voilà, qui c'est qu'on peut retrouver comme favori après? Bon, Zakharine qui termine par exemple à 26 minutes. Imaginez, le 25ème de l'étape est à 26 minutes. Je me demande à combien on finit les... Ah voilà, le groupe Eto a fini à 51 minutes. En vrai, ça va. Ils ont bien limité les dégâts, mais... Ah vraiment, mais ça a été une boucherie cette étape. Et on va le voir, hein, au classement général, il y a des flèches partout. Hein. Que ce soit du positif ou du négatif, il y a des flèches partout. Donc Kelderman qui récupère le maillot rose, mais pour 12 petites secondes sur son coéquipier. 12 secondes. C'est si peu. C'est si peu. Et il devance donc Jay Hindley, son coéquipier, et il devance aussi et surtout, malheureusement pour la scène web, Tao Geoghegan Hart, qui lui est bien meilleur que Jay Hindley par exemple au contre-la-montre. Et lui, il a seulement 15 secondes. Peyo Bilbao est 4ème de ce général à 1 minute 19. Almeida, qui a été le grand perdant du jour, est à 2 minutes 16. Fuglsang a repris pas mal de positions et se retrouve 6ème à 3,59. Donc voilà, c'est une folie. C'était une étape boucherie. Et on retrouve des changements partout. Le Stelvio a été vraiment un moment extrêmement décisif. Et on peut le voir, hein, de toute façon, dans les écarts, c'est assez fou. Voilà, évidemment, dans ce classement-là, il n'y a pas de gros changements, même si Geoghegan Hart gagne beaucoup de positions. Au classement des meilleurs jeunes, Jay Hindley est en tête, devant Tao Geoghegan Hart. Au classement des meilleurs grimpeurs, Guerrero continue de prendre énormément d'avance pour le maillot devant Thomas de Ghent. On dirait que Giovanni Visconti... Ah oui, Giovanni Visconti, c'est vrai, a abandonné. J'avais oublié cette information, mais Giovanni Visconti a abandonné. Ce qui fait que Ruben Guerrero est maintenant quasi assuré d'avoir le maillot de meilleur grimpeur à l'arrivée de ce Giro. Et au classement des équipes, Ineos Grenadier est maintenant largement devant. Voilà, il y a devant Bahrain McLaren et la Team Sunweb. Voilà, mais ils sont largement devant. Les écarts sont assez énormes, même pour les classements par équipe, c'est beaucoup. La De Koning qui perd de position, la Bora également, voilà, ça change. Mais de suite, on passe à la 19e étape. C'est parti. Alors, cette étape, elle a une histoire. Parce que sur le papier, elle paye pas de mine. 124 km sur du plat, c'est pas... C'est pour sprinter. Mais cette étape devait faire 250 km, il me semble. Et malheureusement, des coureurs ont protesté parce qu'il faisait pas beau, il pleuvait. Cette étape aurait été dure, surtout le lendemain de Stelvio. Du coup, les coureurs ont protesté et le départ a été décalé à donc 124 km de l'arrivée à Abbiate Grasso. Donc
Bon, je reviendrai pas ici faire la polémique sur est-ce que c'était justifié ou pas de faire la grève pour les coureurs. J'en parlerai pas ici. Mais défoulez-vous en commentaire si vous le souhaitez. Mais en attendant, cette étape, voilà, c'est quelque chose qui sur le papier était pour sprinter. Mais c'est devenu tellement court comme étape que du coup les baroudeurs ils ont leur chance en soi. Parce qu'ils ont pas beaucoup d'énergie. Enfin pas beaucoup. Ils ont moins d'énergie à dépenser pour atteindre l'arrivée en solitaire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Joseph Cerny s'impose donc sur cette étape qui était au départ pas faite pour les baroudeurs, mais donc qui s'impose devant Victor Campenaerts, Jacopo Mosca, Samuel Clarks, Io Keisse. Voilà, vraiment, il s'impose devant un autre groupe d'échappés. Et le peloton, qui était au départ mené par les Bora-Hansgrohe, qui voulaient la victoire de l'étape, ont fini par lâcher l'affaire. Et a donc finir à presque 12 minutes. C'est dommage, hein, parce que la Bora, ils ont roulé pour essayer évidemment de prendre le maillot de meilleur sprinter à Arnaud Démare, pardon, avec Peter Sagan. Mais malheureusement, ils n'en auront pas l'occasion parce que les groupes de baroudeurs étaient trop importants. Et du coup, au classement général, pas de changement. Donc au classement de meilleur sprinter, on a vu pas de gros changements, même si Joseph Cerny monte à une solide 5ème place. Au classement de meilleurs jeunes, pas de changement non plus. Meilleur grimpeur, pas de changement. Et au classement des meilleures équipes, De Koninck remonte à une solide 2ème place. Ça devrait être trop juste pour aller chercher Ineos, mais c'est quand même important de le souligner. Et on passe de suite à la 20ème et dernière étape de montagne de ce Giro, Alba Sestriere, c'est parti. Alors il faut savoir que ce parcours, à la base, il devait passer en France. On devait notamment monter l'Izoard, il me semble. Enfin, en tout cas, ça devait être une étape de folie. Malheureusement, les Covid, etc., fait que on est obligé de se taper, entre guillemets, une boucle à Sestriere. Ce qui est clairement moins intéressant, hein, même si c'est pas horrible, mais ça reste une dernière étape de montagne où il y a clairement des enjeux. Hein, parce que au classement général, c'est très serré, comme on l'a vu il y a 2 étapes. Il y a que quelques secondes qui séparent les 3 pour se jouer la victoire finale sur le Giro. Donc on va le voir, ça va se jouer de manière intense. Et c'est une victoire de Tao Geoghegan Hart devant Jay Hindley, avec un Rohan Dennis surpuissant encore en équipier, vraiment. Il a été impressionnant dans son rôle d'équipier. Et ça leur permet de distancer leur principal rival, Wilco Kelderman, qui est fini à 1 minute 35. Il a malheureusement, sur cette étape, perdu le Giro. Le Giro va donc se jouer entre 2 coureurs. Sauf que ces 2 coureurs, vous allez le voir, ils sont dans le même temps. C'est un événement exceptionnel sur le Giro. C'est la première fois que ça arrive. Il me semble d'ailleurs que c'est peut-être la première fois que ça arrive dans un grand tour. Qu'avant la dernière étape, il y ait 2 coureurs dans la même seconde pour la victoire finale. Heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, heureusement pour lui, pour Jay Hindley, pour quelques centièmes, il récupère le maillot rose. Comme ça, il pourra au moins l'avoir une journée. Peut-être qu'il le conservera. Mais en tout cas, même s'il est moins fort en contre-la-montre que Tao Geoghegan Hart, mais on va y revenir. Mais en tout cas, il prend le maillot rose juste devant donc Tao Geoghegan Hart. Wilco Kelderman est à 1,32 au général. C'est donc un peu trop loin pour pouvoir s'imposer. Pello Bilbao est 4ème à 2,51. Il ne pourra pas lui non plus monter sur le podium. Almeida, qui a été solide sur l'étape, qui finit 4ème à 1 minute à peine ce trio magique, qui est 5ème au général à 3,14. Fuglsang est 6ème à 6,32. Qui a d'ailleurs il a un peu craqué sur la fin, Fuglsang. Voilà, il est à 2,36 Fuglsang. On retrouve Nibali ici à 2 minutes. Voilà, il y a eu vraiment des écarts de partout, encore une fois. Vraiment, ça a été encore une fois une boucherie un peu moins costaud que le Stelvio. Mais c'est normal, hein, parce que c'est Sestriere, c'est beaucoup moins dur. Mais quand même, il y a eu des écarts, et ce qui fait que au général... quel classement quand même. Jay Hindley devant Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Bilbao, Almeida, Fuglsang, Nibali, Konrad, Masnada, Persteiner. Citez-moi une personne qui aurait donné ce classement général. Même dans le désordre. Franchement, c'était impossible à prévoir. Imaginez Jay Hindley en tête de ce Giro, genre. Et devant Tao Geoghegan Hart, 2 petits jeunes. C'est vraiment ultra impressionnant. Donc voilà, le classement...
qui n'est pas final puisqu'il reste encore un contre-la-montre, mais on va quand même faire un dernier tour des classements avant d'aller sur la dernière étape de ce Giro, avec le classement par points qui ne bougera plus, le classement des meilleurs jeunes qui lui peut évidemment bouger vu qu'il y a toujours moins d'une seconde vu que les deux ont moins de 25 ans, le classement des meilleurs grimpeurs qui est toujours solidement accroché à Ruben Guerrero qui l'emportera chez lui à la fin de ce Giro. Au classement par équipe, la Sunweb remonte à la 3ème place, mais voilà, pas de gros changements. Et on peut de suite filer à l'étape 21, le dernier contre-la-montre à Milan. Un contre-la-montre, comme vous pouvez le voir, qui ne peut pas être plus plat. C'est un contre-la-montre extrêmement plat, donc fait pour les rouleurs. Et qui va s'imposer? Ah, qu'est-ce que c'est dur à deviner. C'est évidemment Filippo Ganna qui s'impose devant Victor Campenaerts et Juan Dennis qui finit vraiment son Giro assez fort. Joao Almeida est 4ème. Voilà, Almeida qui finit son Giro comme il a commencé, sur les chapeaux de roue. Almeida qui est vraiment un nom à retenir pour le futur. Il a vraiment été très solide et il pourrait gagner un grand tour dans l'avenir, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, on peut noter des bonnes performances de McNulty notamment, Tao Geoghegan Hart, voilà. Mais Wilco Kelderman avant quand même, qui finit à 55 secondes. Tao Geoghegan Hart qui finit quelques secondes derrière et qui donc prend évidemment le maillot rose à Jay Hindley qui finit beaucoup plus loin. Puisqu'il finit... je ne le vois plus. Ah, où est-il? Où est Jay Hindley? Il est là. Jay Hindley qui finit lui à 1 minute 37, étant donné qu'il n'y avait même pas une seconde d'écart entre les deux. Vous imaginez bien que c'est Tao Geoghegan Hart qui s'impose et qui prend le maillot rose sur la dernière étape et qui remporte le Giro sans jamais avoir porté ce maillot rose. Ça n'était jamais arrivé sur le Giro. C'est une toute première. C'est arrivé sur le Tour de France à Jean Robic en 1947. Mais à part ça, ça n'était jamais arrivé, pour vous dire. Donc vraiment... une performance incroyable. Voilà le classement final de ce Giro qui a été, alors évidemment, je vois venir les premières critiques. Oui, la start list n'était pas folle. Oui, il manquait beaucoup de gros noms. Oui, le parcours a été un peu amputé en plus sur la fin. Les équipes ont dû abandonner, etc., etc. Oui, tout ça est vrai. Mais, quel Giro de fou! En termes de spectacle, en termes d'intensité, et puis avec quand même quelques gros noms. Alors je pense notamment à lui, Et c'est pas du tout ceux qui se sont joués la victoire, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain niveau sur ce Giro. C'est juste qu'on a vu plein de noms qu'on n'avait pas l'habitude de voir encore, mais qu'à mon avis on verra dans le futur. Geoghegan Hart, Jay Hindley, Almeida, c'est que des jeunes tout ça. Conrad non, mais Conrad il a quel âge? Je me pose la question. Il a 29 ans déjà, Conrad? Ok, d'accord. Mais j'allais dire une connerie alors. Mais en tout cas, voilà. Sur les 5 premiers, dites-vous qu'il y en a 3 qui ont moins de 25 ans. Voilà. Rien que cette info, elle est folle. Et sur les 3 premiers, il y en a 2. Et c'est les 2 premiers. Enfin, voilà. Ces 3 noms-là, Geoghegan Hart, Hindley et Almeida, attendez-vous à les revoir. Ce serait étonnant que ce soit un one-shot et qu'on les revoit plus jamais. Pozzovivo qui manque de peu son pari de faire le retour dans le top 10 malgré sa blessure puisqu'il est 11ème. Maika 12ème, assez décevant. Nibali 7ème, évidemment c'est décevant. Pareil pour Fuglsang 6ème. Bilbao 5ème, c'est une bonne performance honnêtement. Kelderman 3ème, ça reste son premier podium dans un grand tour. Donc honnêtement on va pas lui jeter la pierre même si il aurait dû gagner ce Giro. Hein. S'il avait été un peu plus solide, il avait tellement le moyen de remporter ce Giro. Ensuite, au niveau des autres coureurs, voilà, on retrouve Sanitier, qui est 13ème au général. Paré Peintre, qui est le premier français à 16ème position. Donc, il me semble son premier grand tour, donc c'est une très bonne performance pour lui. Ben Swift, 18ème au général, comme quoi. Bon, évidemment, la start list est pas énorme, hein, je vais pas non plus vous mentir. Mais il faut quand même respecter la victoire de Tao Geoghegan Hart et même les podiums de Jay Hindley et Wilco Kelderman parce que mine de rien, il y a eu des sacrées performances, il y a eu des étapes dans des conditions affreuses et les coureurs se sont battus. Ils se sont battus et c'était une victoire extrêmement méritée de Tao Geoghegan Hart. On peut noter côté français l'excellent Giro d'Arnaud Démare.
excellent Giro. Dans les sprints, il n'y avait pas meilleur que lui. Il remporte le maillot de meilleur sprinter, ce qui est largement mérité. Devant un Peter Sagan qui n'était pas du tout en méforme, loin de là. Donc vraiment bravo à Nono qui a été excellent. Au classement de meilleur jeune, évidemment, c'est Tao Geoghegan qui s'impose devant Jay Hindley. Ruben Guerrero qui prend ce maillot de meilleur grimpeur. Et dans les meilleures équipes, c'est Ineos qui, malgré avoir perdu Geraint Thomas, s'impose au général et par équipe. Comme quoi, la Ineos, hein, on a beau... Ils ont beau avoir eu du mal sur le tour, on les changera jamais. Hein. Ils sont quand même présents. Donc voilà. Ça a été un Giro très très intense. Hein. Voilà. Je vais remettre la liste des étapes. Déjà, il y a eu 4 maillots roses différents et 5 si on compte Tao Geoghegan. Donc rien que ça, déjà, c'est un plutôt beau Giro. Almeida a été très solide puisqu'il a gardé son maillot une quinzaine de jours quasiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jours pile poil. Et il a gardé son maillot rose donc 15 jours. Ghana aussi, il a été très impressionnant. Ghana qui gagne 1, 2, 3 et 4 étapes. 4 étapes pour Filippo Ganna, c'est impressionnant également. Démarre 4 étapes également. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est juste fou en fait. Au niveau des autres victoires, on peut noter Ben O'Connor, Jay Hindley évidemment, Diego Ulissi qui en remporte 2 également, Caicedo qui s'est révélé au début du Giro, qui c'est qu'on peut noter, Alex Dosset, Peter Sagan qui a fait une victoire franchement impressionnante, Narvaez aussi qui s'est révélé, Jan Tratnik, Joseph Ciani, enfin voilà, il y a eu de l'action sur ce Giro, on ne pourra pas l'enlever. Et vraiment, ça a été plutôt un plaisir de suivre ce Giro, ça a été un régal. Bien sûr, oui, on peut faire des critiques sur la start list, mais au final, ce qu'on cherche avant tout quand on regarde du vélo, c'est se faire plaisir, voir du spectacle. Et on n'a pas été déçus. On n'a clairement pas été déçus, et ça, rien que pour ça, c'est un grand oui pour le Giro. Bon voilà, c'est tout pour ce très très long débrief de ce Giro, et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve sans doute pour un débrief de la Volta. Sachez que je travaille sur des grosses vidéos que j'ai commencé à travailler. Je vous en dis pas plus, mais sachez que je travaille sur des grosses vidéos que j'espère arriveront à leur terme. Je travaille également sur ma situation en termes de studio, etc. Dans les mois à venir, il devrait y avoir quelques petits aménagements qui devraient faire plaisir. Au niveau du qualité de matériel également. Donc voilà, il va y avoir du changement. Je sais, ça fait presque un mois, je crois, que j'ai pas sorti de vidéo. Mais c'est parce que j'avais besoin de faire une petite pause, notamment après mon Tour de France qui a été très intense. Voilà, là je reviens petit à petit aux affaires. Je m'y remets, j'ai des projets, j'ai des idées de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, même si pour la plupart elles sont en lien avec l'actualité, mais pas toutes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Ducro-8 Jordan. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais essayer d'être actif, c'est promis. Voilà, je vais essayer d'être actif sur un peu tous les réseaux sociaux. Essayer de vous produire un maximum de vidéos. Je vais essayer de faire en sorte que la saison 2021 soit super cool à suivre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.